Aujourd'hui, on va parler d'un vol, mais pas n'importe lequel, un vol numérique. On va jeter un coup d'œil en coulisses pour voir comment les applications qu'on utilise tous les jours sont censées protéger nos informations et comment, des fois, les voleurs réussissent à trouver une brèche. Pensez-y une seconde. Chaque jour, on partage des trucs hyper personnels. Nos secrets, nos transactions, on clique sur Accepter sans trop y penser, en faisant confiance au système. Mais sur quoi repose cette confiance au juste? C'est la question au cœur de toute la sécurité des applications Web. OK, avant de se lancer dans les serrures et les systèmes d'alarme, il faut d'abord comprendre ce qu'on essaie de protéger. Alors, plongeons dans notre monde numérique pour saisir les règles du jeu. La cybersécurité, ce n'est pas de la magie noire, loin de là. C'est une discipline qui a des fondations, des principes très clairs. Un peu comme un architecte qui suit des plans pour bâtir une maison solide, les experts en sécurité, eux, ils utilisent un modèle de base pour construire de véritables forteresses numériques. Et au centre de ce modèle, on trouve ce que les experts appellent les joyaux de la couronne. C'est vraiment l'essence même, le trésor qu'on cherche à garder en sécurité. Alors, c'est quoi ce trésor? C'est la fameuse triade CID. C'est vraiment le cœur de la sécurité. Le C, c'est pour confidentialité. Imaginez une lettre scellée. Seuls les bons destinataires peuvent la lire. Le I pour intégrité, ça veut dire que le message dans la lettre ne peut pas être changé en chemin. Et le D pour disponibilité, ça veut dire que la boîte aux lettres doit toujours être accessible pour qu'on puisse aller chercher notre courrier. Si un seul de ces piliers-là tombe, tout le système est compromis. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on protège, il est temps de rencontrer les voleurs. Comment ils essaient de s'introduire? On va passer de la défense à l'attaque pour mieux comprendre leurs tactiques. En gros, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, l'attaque active. Ça, c'est le cambrioleur qui défonce la porte. Son but, c'est de modifier, de briser quelque chose dans le système. Il s'attaque directement à l'intégrité et à la disponibilité. De l'autre côté, on a l'attaque passive. Ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est l'espion qui écoute aux portes. Il ne brise rien, mais il vole des secrets. Et ça touche directement la confidentialité. Pour réussir leur coup, les pirates utilisent des sortes de passe-partout numériques. Il y en a plein, mais pour bien comprendre comment ça marche, on va se concentrer sur une des techniques les plus connues et les plus dangereuses, l'injection. Pour que ce soit bien concret, mettons-nous dans la peau d'un voleur. Comment une simple boîte de texte comme celle où on entre un mot de passe peut devenir la porte d'entrée grande ouverte vers tout un système? C'est ça qui est fou, c'est à quel point l'attaque peut sembler simple. L'attaquant n'a même pas besoin de deviner le mot de passe. Non, à la place, il va glisser une petite commande secrète dans le champ du mot de passe. La base de données, elle s'attend à recevoir juste un mot de passe, alors elle exécute la commande qu'on lui a donnée, et hop, elle ouvre la porte. C'est ça, une injection SQL. Et voilà, le tour est joué. Toute la sécurité de la page de connexion vient de sauter. Pas à cause d'une faille super complexe, mais simplement en exploitant la confiance que le système accorde aux informations qu'on lui donne. Et le butin de ce vol, eh bien, ce sont nos informations. Une fois qu'il est entré, l'attaquant peut télécharger des listes complètes de données d'utilisateurs exposant des infos qui, normalement, auraient dû rester secrètes. Le pilier de la confidentialité vient de s'effondrer. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Face à ces voleurs 2.0, les développeurs construisent de vraies forteresses. Alors, voyons voir comment on peut se défendre. Alors, la solution pour se protéger de ça, la règle numéro 1, c'est simple. Ne jamais mélanger les instructions et les données. Imaginez que vous donnez un ordre à un robot. Un code vulnérable, c'est comme si l'ordre et les données étaient dans la même phrase, ce qui peut porter à confusion. Un code sécurisé, par contre, utilise ce qu'on appelle des déclarations préparées. C'est comme donner au robot un formulaire à remplir. Il sait que tout ce qui est écrit dans les cases, ce sont des données, et non pas de nouveaux ordres. C'est aussi simple que ça. Mais une seule bonne serrure, ça ne suffit pas. La vraie sécurité, c'est un château fort, avec plusieurs lignes de défense. On va utiliser le hachage, une technique qui transforme les mots de passe en un charabia indéchiffrable. On va forcer les gens à utiliser des mots de passe complexes, plus durs à deviner. On va chiffrer les communications avec HTTPS, comme si on les faisait passer dans un tunnel secret. Et la règle d'or, on ne garde jamais une donnée si on n'en a pas absolument besoin. On ne peut pas voler ce qui n'existe pas après tout. Heureusement, les développeurs ne sont pas laissés à eux-mêmes dans ce combat. Il y a une organisation qui s'appelle OWASP. C'est une communauté mondiale d'experts qui partagent gratuitement des guides, des outils et même des listes des pires failles à éviter. On peut voir ça comme le guide de survie pour construire des applications web solides. Bon, après ce petit voyage dans les coulisses de la sécurité web, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi la leçon pour avoir un web plus sûr? La leçon principale, je pense, c'est que la sécurité, ce n'est pas une destination, c'est un processus. Ça repose sur des principes clairs comme la triade CID et sur des pratiques rigoureuses.
En fait, c'est en comprenant comment les systèmes sont attaqués qu'on apprend à mieux les défendre. Et tout ça, ça nous amène à une question pour le futur. Les principes qu'on vient de voir s'appliquent super bien au web d'aujourd'hui, mais qu'en est-il de demain? Quand nos frigos, nos autos et même nos maisons vont être connectés à Internet, comment on va faire pour adapter ces stratégies afin de protéger non seulement nos données, mais carrément notre monde physique? C'est une grosse question et la réponse reste encore à écrire.